Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Ostracisme. Au cours de travaux archéologiques menés dans les années 1960, des archéologues ont trouvé 8500 bulletins de vote dans une décharge située quelque part à Athènes. La décharge a été datée d'environ 471 avant Jésus-Christ. Et les bulletins étaient des morceaux de poterie appelés ostraca qui étaient brisés et qui servaient durant les élections comme le ferait aujourd'hui un bout de papier. Ils n'ont pas été utilisés lors d'une élection, mais faisaient partie d'une tradition très étonnante qui serait impensable dans la société moderne, et pourtant nous en aurions vraiment besoin. Les bulletins de vote faisaient partie de ce que l'on appelait un ostracisme. Il s'agissait d'un vote par lequel l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée des citoyens, prononçait le bannissement de l'un de ses citoyens, et cela concernait plus particulièrement les représentants, donc les politiciens. Lorsqu'ils en avaient assez de leurs politiciens, les Grecs pouvaient se mettre d'accord pour les envoyer en exil. Ce processus n'a pas duré très longtemps. Il n'a existé que pendant un siècle environ, établi dans un certain nombre de villes grecques. Mais quelle époque glorieuse! Selon l'historien James Sickinger de l'Université d'État de Floride, il s'agissait d'un concours de popularité négatif. Il s'agissait probablement à l'origine d'un moyen de se débarrasser des tyrans avant qu'ils ne s'installent au sein du gouvernement. Les Athéniens se réunissaient lorsqu'ils en avaient assez d'une personne au pouvoir qui agissait contre leur propre intérêt. Et si suffisamment de personnes votaient pour, l'homme politique n'était pas seulement démis de ses fonctions, il était également chassé de la ville et envoyé en exil. Et il n'était généralement pas autorisé à revenir pendant près d'une décennie. On en aurait vraiment besoin. Mais l'ostracisme n'est apparu qu'à l'apogée de la démocratie à Athènes et dans d'autres villes grecques. Ce siècle ne ressemble à aucun autre dans l'histoire du monde. Les citoyens avaient tout bonnement le plein pouvoir quant à la gouvernance de leur cité. Les femmes, les travailleurs asservis et même les étrangers pouvaient tous voter afin de contrôler leur gouvernement. Quiconque devenait trop puissant ou trop influent et ne faisait pas ce qu'il fallait pour les Athéniens pouvait être ostracisé. Ce système a fonctionné jusqu'à ce que les autorités gouvernementales y mettent un terme. Hélas, je suppose que c'était un 49.3 de l'Antiquité. La prostitution sacrée. Hérodote est un historien grec qui a vécu entre 484 et 413 avant Jésus-Christ. C'est grâce à Hérodote que l'on sait tant de choses sur la culture de la Grèce antique. Il a écrit un ouvrage gigantesque intitulé « L'enquête ou les histoires » et qui traite des traditions antiques depuis les confins de la Grèce jusqu'à l'Empire perse. Ce livre, vieux de 2400 ans, est une source d'informations inestimables sur les mythes, les légendes et les événements étranges de l'Europe pré-romaine. Et l'une des choses les plus étranges écrites par Hérodote dans son livre est ce que l'on appelle la prostitution sacrée. Selon Hérodote, elle était pratiquée dans le grand temple d'Aphrodite. Chaque femme de la ville devait se rendre au temple et vendre son corps à un étranger au moins une fois dans sa vie. Il n'y avait pas de montant spécifique à payer. Le premier homme qui déposait de l'argent sur les genoux de la femme faisait l'acte avec elle. Et une fois l'échange terminé, la femme quittait le temple et l'homme vaquait à ses fonctions. Et le devoir sacré de la femme était considéré comme étant accompli. Selon Suzy Limb, archéologue à l'Université College Dublin, il existe des preuves de l'existence de la prostitution sacrée qui remontent jusqu'à 8000 ans. D'ailleurs, l'historien assyriologue Jean Bottero considère que les premières femmes à avoir été consacrées à la prostitution sacrée pour honorer la déesse de la fertilité, Inara Sumer, devenue Ishtar pour les Babyloniens, étaient les femmes stériles. Ne pouvant assurer la procréation au sein d'une famille avec un seul homme, elles trouvent une place dans la société en servant la déesse, devenant l'épouse de tous. Et dans l'épopée de Gilgamesh, écrite en akkadien, le demi-sauvage, Enkidu, modelé par les dieux, part affronter Gilgamesh, le roi d'Uruk. Celui-ci envoie une courtisane à la rencontre d'Enkidu pour l'ensorceler avec ses charmes et l'amener vers Uruk. Et dans des versions plus sumériennes, cette courtisane, en nom de Shamat, est appelée à civiliser Enkidu en l'initiant au rite charnel de la déesse Ishtar, Inanna. Cette forme de prostitution tournait toujours autour d'une déesse de la fertilité ou de l'amour. Et dans la Grèce antique, ces déesses étaient Aphrodite. Et la raison d'être de l'échange était un acte de culte.
Il s'agissait d'un rite au cours duquel les femmes vendaient leur corps pour de l'argent afin de vénérer la déesse. Ils ne le faisaient qu'une fois, mais cela suffisait à apaiser Aphrodite. Mais malgré les écrits d'Hérodote et d'autres historiens comme Strabon qui mentionnent un millier d'esclaves et de prostituées dans le temple d'Aphrodite offert par les citoyens, des débats subsistent encore. Certains contestent cette pratique, arguant que Strabon aurait inventé le concept. Des chercheurs comme Vinciane Pirène Delforge réfutent l'existence de la prostitution sacrée à Corinthe, affirmant qu'il s'agissait plutôt de prostitution profane. Stéphanie Lynn Budin considère cette pratique comme un mythe historiographique en Méditerranée et dans le Proche-Orient. Ainsi, l'existence réelle de cette forme de prostitution dans la Grèce antique reste très débattue. Le pugilat. Sous certains aspects, les Grecs de l'Antiquité vivaient dans une société beaucoup plus ouverte que l'époque contemporaine. Et dans un sens, leur libéralité reflétait les comportements de leurs dieux. Par exemple, Zeus dans sa quête de femme prenait diverses formes animales incarnant une nature sans restriction qui se répercutait sur leur approche du sport. Les origines des compétitions athlétiques remontent aux premières civilisations, comme en témoignent les anciennes peintures murales égyptiennes datant d'il y a 3000 ans et qui montrent des hommes se livrant à la lutte. En outre, des vestiges trouvés sur des poteries de Santorin décrivent des scènes de boxe, et ce, dès le XVIe siècle avant notre ère. Et tout au long de l'histoire, les sports de combat ont occupé une place importante avec 3 disciplines distinctes qui dominaient dans la Grèce antique. Le pugilat, sport ancêtre de la boxe anglaise, établi comme sport olympique officiel en 688 avant Jésus-Christ, et qui différait grandement de sa version moderne. Les compétitions ne comportaient ni juges ni points, et les matchs se terminaient uniquement par un KO ou par l'abandon volontaire d'un combattant. Les boxeurs se protégeaient les mains à l'aide de fines lanières de cuir appelées imantes, et se livraient à des combats sanglants et très brutaux. La lutte, autre sport de premier plan, proposait des combats sans catégorie de poids ni limite de temps, et qui duraient souvent des heures jusqu'à ce que l'un des participants succombe hélas. Et pour remporter la victoire, il fallait jeter l'adversaire au sol à 3 reprises. Et dans cet environnement non réglementé, des tactiques comme celle qui consiste à briser les doigts étaient utilisées pour remporter des victoires. Sympa l'ambiance. Et le pancras, une forme grecque ancienne d'arts martiaux mixtes, combine des techniques de boxe et de lutte, une sorte de MMA grec. Bien sûr sans cage et sans octogone. Les combattants pouvaient utiliser diverses tactiques telles que des balayages de jambes et des coups de pied, mais il était formellement interdit de mordre ou de crever les yeux. Heureusement d'ailleurs. La boxe, ou le pugilat plutôt, est devenu un sport olympique officiel en 648 avant Jésus-Christ, et les champions de pancras ont parfois été élevés au rang de demi-dieux. Et Alexandre le Grand lui-même en était un fan notoire, et certains historiens pensent qu'il a introduit cette pratique lors de sa conquête de l'Asie. La damnation d'Hérostrate. Hérostrate était l'homme tellement détesté par les Grecs de l'Antiquité qu'il était interdit de prononcer son nom à voix haute. Le véritable Voldemort de la Grèce antique. L'histoire commence vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, lorsqu'un groupe d'immigrants athéniens traverse la Méditerranée et fonde la ville d'Éphèse dans l'actuelle Turquie. Leur déesse préférée était Artémis, déesse de la chasteté, de la chasse et des animaux sauvages. Ils ont construit un temple massif en son honneur, dont la construction a duré près de 100 ans. Et selon l'historien Hérodote, le temple de la déesse était tellement impressionnant qu'il est devenu l'une des 7 merveilles du monde antique, aux côtés de la grande pyramide de Gizeh et du colosse de Rhodes, entre autres. Le temple s'appelait l'Artémisian et devait mesurer près de 1259 mètres de long et près de 30 mètres de haut. Le philosophe romain Pline l'Ancien a écrit qu'il comportait 127 colonnes soutenant le plafond avec des statues massives d'Artémis. Et en 356 avant Jésus-Christ, l'Artémisian fut détruit. Notre ami Hérostrate est entré dans le temple la nuit et l'a réduit en cendres. Il était censé rechercher l'infamie à une époque de héros et de légendes. Hérostrate voulait que son nom reste à jamais gravé dans les mémoires pour son acte infâme. En gros, il recherchait le buzz avant l'époque de TikTok.
Il fut capturé par les autorités de la ville qui décidèrent que la mort n'était pas suffisante pour avoir détruit leur grand temple. Bien évidemment, il a été condamné à mourir, qu'est-ce que vous croyez? Mais en plus, Érostrate fut également condamné à un autre châtiment étrange et considéré comme étant pire que la mort, appelé damnatio memoriae, littéralement damnation de la mémoire. Et à partir de ce moment, il était interdit de mentionner son nom où que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et ce châtiment était censé effacer à jamais son nom du monde. Mais puisqu'on en parle toujours aujourd'hui, oups. Médecine brute. La médecine grecque a commencé à prendre forme vers l'an 800 avant Jésus-Christ. Puis, au VIe siècle avant notre ère, lorsque les philosophes ont commencé à faire de la Grèce une société de penseurs, la médecine est devenue bien plus avancée. Mais même après des siècles d'évolution médicale, tous les remèdes n'avaient pas de sens. Il suffit de penser au père de la médecine, Hippocrate, né sur l'île de Kos en 460 avant notre ère. Il a véritablement révolutionné le monde de la médecine. Et vous avez probablement entendu parler du serment d'Hippocrate, un serment prêté par les médecins qui s'engagent à soigner tous ceux qui en ont besoin. Et ce serment a été prononcé par Hippocrate il y a 2400 ans. C'est d'ailleurs lui qui a élaboré la théorie la plus bizarre, mais aussi la plus importante de la médecine grecque, mais aussi de la médecine de toute l'Antiquité. C'était la théorie des 4 humeurs. Il pensait que tout ce qui se trouvait dans le corps pouvait être expliqué par 4 substances. Le sang, produit par le foie et reçu par le cœur. La pituite, ou flegme, ou lymphe, rattachée au cerveau. La bile jaune, venant également du foie. Et enfin l'atrabile, ou bile noire, venant de la rate. Ces humeurs correspondent aux 4 éléments eux-mêmes caractérisés par leurs propres qualités. Le feu, chaud et sec, l'air, chaud et humide, la terre, froide et sèche, l'eau, froide et humide. Et selon leur prédominance, ils vont déterminer les tempéraments fondamentaux, soit les 4 tempéraments. Les bilieux, feu, chaud et sec, et enclin à la colère. L'atrabilaire, terre, froid et sec, est enclin à la tristesse et au chagrin. Le flegmatique, eau, froid et humide, est calme et imperturbable, garde son sang-froid, presque apathique. Et enfin le sanguin, air, chaud et humide, est d'humeur très gaie. Et selon la théorie, la seule façon de garder le corps sain était de maintenir les 4 humeurs parfaitement équilibrées. C'était un premier pas vers la médecine moderne, mais cela restait complètement erroné bien sûr. Mais pendant près de 2000 ans, la théorie des 4 humeurs a été la référence en matière de médecine. L'idée était que si quelqu'un était malade, c'était qu'il y avait un problème avec l'une de ses humeurs. Par exemple, les médecins pensaient que si une personne souffrait de fièvre ou de gonflement, tout ce qui impliquait de la chaleur d'ailleurs, elle avait trop de sang dans le corps. Et en cas de fièvre, le médecin essayait de drainer le sang pour que les humeurs s'équilibrent. Malheureusement, il arrivait souvent que des personnes se vident de leur sang à cause d'un mal de dents par exemple. L'adultère dans l'Antiquité. Dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pas autant de droits que les mythes semblent le suggérer. De nombreuses légendes sur la Grèce antique mettent en scène des femmes fortes et puissantes, en particulier les déesses de l'Olympe. Mais la vérité est que dans la Grèce antique, les femmes appartenaient aux hommes. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le mariage. En Grèce, la femme d'un homme était considérée comme son bien personnel. Si une femme était lésée, par exemple à la suite d'une agression, on considérait qu'il s'agissait d'une atteinte à la propriété de l'homme. Et même si la femme n'était pas mariée, le crime était traité comme si son tuteur avait été lésé. En quelque sorte, les criminels étaient punis comme s'ils avaient volé ou fait du mal à du bétail. Endommager les biens d'un homme est une chose, mais il y avait pire. L'agression d'une femme était par exemple moins importante qu'une femme qui était infidèle. L'adultère était considéré comme l'un des actes les plus vils dans la Grèce antique. Si une femme était surprise en train de fréquenter un autre homme, celui-ci devait être mis à mort et la femme était automatiquement divorcée. Et si vous vous demandez pourquoi les Grecs se souciaient-ils plus de l'infidélité que de la violence, tout dépend de la façon dont ils voyaient le monde. Ils considéraient l'adultère et la tromperie comme des pratiques trompeuses, ce qui pour les Grecs était pire que la violence.
Les hommes grecs étaient connus pour ce que les gens d'aujourd'hui pourraient considérer comme un comportement anticonformiste. Deux hommes, mariés ou non d'ailleurs, pouvaient avoir des aventures et c'était tout à fait normal. Les hommes pouvaient coucher avec à peu près qui ils voulaient, tant que ce n'était pas la femme d'un autre homme. L'adultère était considéré comme une tentative de rendre une femme déloyale envers sa famille, ce qui était sournois et impensable. Il y avait aussi le risque que le couple adultère produise des enfants illégitimes. Mais dans l'ensemble, l'adultère était considéré comme une menace pour la société, alors que des choses comme les agressions et les relations entre hommes étaient tout à fait admissibles. Toutefois, il est important de noter que si ces normes sociétales étaient répandues dans la Grèce antique, elles varient selon les cités-États et les époques. Par ailleurs, les documents historiques peuvent refléter les idéaux et les préjugés de l'époque, de sorte que les interprétations de ces normes peuvent varier d'un spécialiste à l'autre. Le monosourcil. Les tendances en matière de sourcils changent constamment, évoluant avec la culture populaire. Mais il y a une tendance qui n'a pas été observée depuis des siècles, le monosourcil. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qui a été à la mode pendant très longtemps et qui ne le sera probablement pas de sitôt. Mais si vous aviez vécu dans la Grèce antique, vous auriez vu des monosourcils à tous les coins de rue. Les femmes d'Athènes, et les hommes d'ailleurs, étaient obsédés par l'idée d'avoir les plus gros sourcils, les plus audacieux, que l'argent pouvait acheter. Pour créer les meilleurs monosourcils, les femmes s'entraînaient à noircir leurs sourcils et les laisser pousser, puis utiliser de la suie pour les faire ressortir davantage. Et il a existé aussi de nombreuses autres tendances étranges en matière de sourcils à travers le monde. Dans l'ancienne Perse, on s'épilait les sourcils des milliers d'années avant que cela ne soit à la mode. Les femmes perses utilisaient des fils pour épiler les poils en guise de marque de l'âge adulte. Lorsqu'une jeune fille devenait une femme et lorsque les femmes étaient fiancées dans l'ancienne Perse, elles se faisaient épiler complètement les sourcils. Les Perses avaient également un faible pour les moustaches. Les hommes et les femmes avaient des conceptions très similaires de la beauté. Il était courant de voir de jeunes hommes et de jeunes femmes à la peau complètement glabre, à l'exception d'une fine moustache et de sourcils extraordinairement foncés. Et la croyance dominante chez les Grecs voulait que les personnes ayant un sourcil unique naturel, connu sous le nom de cynophrydie, soient dotées d'un attrait et d'une intelligence particuliers. D'ailleurs, le philosophe Socrate est souvent représenté avec un monosourcil proéminent dans diverses œuvres d'art anciennes. Il a été suggéré que cette caractéristique était associée à la sagesse et à la réflexion profonde. Épilation douloureuse. Se tenir devant un miroir et se raser les poils du corps n'est pas une nouvelle lubie. Depuis des milliers d'années, les gens trouvent des méthodes bizarres pour s'épiler les différentes parties de leur corps. Les Grecs étaient connus pour être obsédés par la peau glabre. Pour eux, le corps ultime était celui qui n'avait pas de poils, ou presque. Ils voulaient ressembler à des statues de marbre vivantes, complètement lisses. Les hommes se rasaient le visage à l'aide de morceaux de silex très tranchants et des pinces de fortune étaient utilisées pour arracher les poils du cuir chevelu. Comme ils ne disposaient pas de pinces modernes, les Grecs utilisaient des coquillages. Ils prenaient deux coquillages, les pressaient l'un contre l'autre et s'en servaient pour arracher des poils à la racine. Ces méthodes n'étaient toutefois pas propres aux Grecs. De nombreuses cultures différentes arrachaient les cheveux et les poils en utilisant tout ce qui était à leur disposition. Mais la particularité des Grecs était qu'ils allaient plus loin et utilisaient des crèmes dépilatoires. Il s'agissait de crèmes que l'on pouvait appliquer sur tout le corps pour dissoudre les poils. Le problème, c'est qu'il y a des milliers d'années, les crèmes étaient pleines d'ingrédients très dangereux. Si la crème n'était pas mélangée correctement ou si elle était mal préparée, le résultat pouvait être désastreux. La peau pouvait tout simplement être brûlée, laissant les gens avec des infections très graves, parfois mortelles. Et dans la Grèce antique, la seule façon d'être épilé était d'avoir assez d'argent pour se payer des produits de beauté, les poils étant donc associés à la pauvreté. Les Grecs, et les Égyptiens aussi d'ailleurs, idéalisaient les corps imberbes. C'est pour cette raison que les sculptures grecques représentaient des hommes et des femmes sans pilosité corporelle. On pense généralement que cela est dû au fait que les poils sont souvent infestés de parasites et que les corps sans poils étaient considérés comme étant plus propres. L'exception semble être la représentation de poils pubiens entretenus dans les sculptures masculines. Le festival de la fertilité.
Chaque année, dans la ville d'Athènes, les gens descendent dans la rue pour célébrer un festival de la fertilité qui remonte à la Grèce antique. Et il s'agit d'une fête très particulière, connue sous le nom de Phaléphoria. Et comme vous l'avez deviné, elle implique des centaines d'objets phalliques. Cette fête est en réalité une reconstitution d'une ancienne célébration de la fertilité, les Dionysies, dédiée à Dionysos, le dieu synonyme de débauche, de vin, de folie et de plaisir physique. Les participants se parent de colliers phalliques et portent des vêtements païens, défilant dans les rues comme une ode à la fertilité. Cette tradition, qui a lieu chaque année en Grèce, remonte à des milliers d'années. Les historiens suggèrent qu'il y a plus de 2 millénaires, les fidèles de Dionysos se déguisaient en satyres, participaient à des processions similaires et s'adonnaient à la dégustation de vin. La fête antique a probablement débuté dans des régions rurales, peut-être en hommage à la culture de la vigne, et pourrait même être antérieure à la déification de Dionysos. Et au fur et à mesure qu'elle s'étendait aux grandes villes, elle évoluait vers un spectacle libérateur permettant aux individus de se débarrasser des contraintes sociales et de s'immerger dans l'ivresse. Crucifixion. Ce mot nous renvoie immédiatement à l'exécution du Christ et à la majorité de ses apôtres et disciples. Nous savons tous comment il a été fouetté et empalé pour le bien de tous les croyants et les pécheurs. Mais ce que nous ignorons de la crucifixion, c'est que cette méthode de punition existait bien avant que Jésus-Christ n'en soit victime. En fait, elle ne date même pas de l'Empire romain. Probablement originaire des Assyriens et des Babyloniens, elle a été utilisée systématiquement par les Perses au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle n'a été introduite en Méditerranée orientale qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Alexandre le Grand a ordonné la crucifixion de 2000 personnes pour servir d'exemple à ses ennemis. La diffusion de cette méthode a été suffisamment large pour qu'elle soit adoptée par les Romains. Les Romains appliquèrent cette méthode aux esclaves, aux affranchis, aux rebelles, aux pirates et aux ennemis, et ce, sans distinction. Personne n'était trop jeune ou trop vieux pour être crucifié. Même les enfants de ceux qui avaient commis des crimes et avaient été condamnés à la crucifixion devaient affronter l'exécution. Les seules personnes épargnées par ce type d'exécution étaient les citoyens romains, à l'exception des soldats déserteurs ou responsables de mutineries. Et contrairement à l'histoire du Christ, les victimes n'étaient pas fouettées ou battues avant la crucifixion, à moins qu'elles ne soient particulièrement haïes, mais elles portaient assez souvent leur croix jusqu'à leur lieu d'exécution. Une fois sur place, elles étaient placées sur la croix et clouées à la croix par les poignets et les poings. La mort pouvait prendre des heures, voire des jours. Et si cela prenait trop de temps, un marteau de forgeron était utilisé pour briser l'os du fémur, ce qui accélérait le processus. Et lorsqu'ils mouraient, leur corps était là aussi généralement laissé sur la croix pour que les charognards viennent les dévorer. Une façon très dégradante de mourir. Enterrés vivants. Cette méthode était redoutée par les femmes qui appartenaient à la société des Vierges Vestales. Les Vierges Vestales, Virgo Vestalis, étaient des femmes qui se soumettaient corps et âme à la déesse du feu et du foyer, Vesta. Considérées comme des filles de Rome et des êtres purs, il leur est interdit d'avoir une quelconque relation avec un homme. Quiconque se fait prendre subit l'expérience d'être enterré vivant. Mais être enterré vivant ne signifiait pas nécessairement étouffé dans la terre avec du sable sur la tête. Ces femmes avaient le droit à un traitement légèrement différent. Elles étaient généralement enterrées dans une pièce souterraine avec un siège, une lampe et de la nourriture pour quelques jours seulement. Les vierges vestales ne pouvaient pas être punies en versant du sang, car il était interdit de verser leur sang. La partie sanglante était généralement laissée à l'homme qui avait souillé la vierge vestale et qui était fouetté à la place de la femme. Et bien que l'enfermement dans une pièce souterraine ne semble pas si terrible que ça, il était tout aussi horrible que certains des châtiments mentionnés ci-dessous. Et lorsque la nourriture était épuisée, les femmes mouraient le plus souvent de faim. Mais certaines d'entre elles ont réussi à s'échapper miraculeusement, mais les recherches montrent que seules quelques femmes ont subi cette forme de punition. On dirait qu'un exemple les a toutes prévenues. Décimation. Les soldats sont formés pour être en première ligne lors d'une attaque contre une nation, risquant leur vie pour le bien de celle-ci. Même s'ils ont été formés à des situations où ils sont en danger, leur instinct humain les pousse parfois à remettre en question l'essence même de la mort. Or, cet instinct tout à fait humain avait une punition horrible chez les Romains.
Dans les cas où les déserteurs sont nombreux, parfois toute la légion, la décimation était utilisée pour résoudre le problème. C'était un châtiment collectif employé par l'armée romaine qui était appliqué lors d'une mutinerie ou de désertion répétée et qui consistait en l'exécution d'un soldat coupable sur 10. C'est une question de chance. On sort un sac contenant 10 pierres. Sur les 10, il y a 9 pierres blanches et 8 pierres noires, un peu comme koh. Et un à un, les hommes étaient isolés des autres soldats pour choisir leur pierre. Si vous avez eu la chance de choisir la pierre blanche, vous ne risquiez rien. Mais si vous vous retrouviez avec une pierre noire, vous serez mort quelques minutes plus tard. Mais ce n'est pas vraiment le pire. Le pire, c'était la méthode d'exécution. C'étaient les 9 autres survivants qui devaient exécuter leurs propres amis et collègues. Ils avaient pour instruction de battre à mort le soldat malchanceux. Et si votre ami était la victime, vous n'auriez pas d'autre choix que de participer au passage à tabac. Dans le cas contraire, vous choisirez de le rejoindre dans l'au-delà. Valait mieux faire ce qu'on vous disait. Les hommes qui avaient survécu à la décimation dormaient la nuit à l'extérieur de la tente et n'étaient nourris que d'orge. Une punition mesquine pour des lâches mesquins, en tout cas selon les Romains. La mort par les parasites. Les Romains sont connus pour avoir apporté certains des luxes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit notamment des toilettes, des bains d'eau chaude et d'autres outils destinés à améliorer le quotidien. Mais aussi avant-gardistes qu'ils puissent nous paraître sous certains aspects, d'autres aspects de leur société peuvent sembler un peu excessifs de notre point de vue moderne. Et nous avons déjà compris qu'ils avaient des punitions spéciales. Mais en réalité, pour ce cas spécifique, spécial est peut-être un euphémisme. Nous parlons ici du châtiment de la mort par les parasites. La mort par les parasites était une autre méthode d'exécution terrible dans l'Empire romain, surtout utilisée sous le règne de l'empereur Domitien. Avec cette méthode, les coupables étaient couverts de lait et de miel avant d'être enfermés dans un tonneau duquel dépassait seulement leur tête. Le tonneau est ensuite placé au soleil et laissé à l'extérieur pendant des jours. Les jours se prolongeaient généralement en semaines et des parasites commençaient à émerger du lait et du miel étalés sur le coupable. Le miel et le lait attirent également les insectes, ce qui favorise la prolifération des parasites et rend le corps du délinquant dans un état épouvantable. Un autre châtiment, utilisé par les Romains, en tout cas selon les récits des auteurs et philosophes Apulée et Lucien de Samosate, consistait apparemment à coudre un criminel dans les entrailles d'un âne mort. Les entrailles de l'âne étaient retirées pendant que le coupable était dépouillé de ses vêtements. Ensuite, il était apparemment introduit de force dans les entrailles de l'animal. Tout le corps du délinquant se trouvait à l'intérieur et seule la tête restait à l'extérieur pour éviter la suffocation et pour prolonger l'inconfort. Et tout comme pour le châtiment du tonneau, le corps de l'âne était apparemment gardé au soleil et commençait à prendre une apparence peu attrayante et sentir très mauvais. En même temps, la chaleur du soleil augmentait l'inconfort et des charognards comme les vautours venaient picorer la chair en décomposition de l'animal. Ce devait être un sacré spectacle à l'époque, si tant est que cela ait été réellement pratiqué. La torture au chaudron. L'histoire nous a bien prouvé que les Romains considéraient certaines formes de torture comme une forme de divertissement. C'est pour cette raison que certains de ces châtiments se déroulaient souvent dans des amphithéâtres ou des colisées, mais parfois d'autres formes de torture étaient pratiquées dans un espace restreint. La plupart de ces tortures étaient pratiquées par des bourreaux qui recouraient le plus souvent à des animaux pour infliger les souffrances. Le châtiment du chaudron fait également appel à un animal pour infliger le châtiment. Pour ce châtiment particulier, un animal affamé comme un chat, un rat ou même un chien selon certains récits, et ils étaient placés à l'intérieur d'un chaudron, voire d'une cage métallique, qui était ensuite fixée sur le ventre du coupable. Une fois le chaudron ou la cage bien fixée, le bourreau se munissait d'un bâton de flamme et le tenait à l'arrière du chaudron, ce qui rendait l'intérieur extrêmement chaud pour l'animal qui s'y trouvait enfermé. Et en raison de la chaleur brûlante et de la situation très inconfortable, les animaux paniquaient et tentaient par tous les moyens de s'échapper. Ils se dirigeaient alors vers l'ouverture fixée à l'accusé. L'animal optait donc logiquement pour l'extrémité attachée au ventre de l'accusé. Il y voyait une sorte de saule mou et par conséquent essayait de creuser son chemin pour sortir par l'ouverture attachée à l'accusé, blessant le ventre de ce dernier au passage. Les animaux étaient employés par les Romains pour plusieurs types de punitions, y compris les insectes.
Les abeilles constituaient également une forme de torture pour les Romains. Le nom de ce châtiment utilisé par les Romains était le panier d'abeilles. Cette forme bizarre de torture consistait à enfermer de force un délinquant dans un grand panier tissé très peu serré, sans aucun vêtement. Après avoir déshabillé l'accusé et l'avoir enfermé dans le panier, celui-ci est placé dans un arbre où se trouve une ruche géante en activité. Lorsque les abeilles sont alertées de la présence d'un visiteur indésirable dans leur espace, elles se mettent en colère et attaquent l'accusé à l'intérieur du grand panier tissé grossièrement. Et suite à cette attaque, la personne dans le panier est piquée jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Parfois, l'accusé subit les piqûres d'abeilles jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter. Il arrive aussi que l'accusé soit allergique aux abeilles, ce qui accélère la torture absolue que représente l'attaque d'un essaim d'abeilles. Brûler dans l'huile. Une autre de ces terribles méthodes d'exécution romaine utilisées à l'époque était de brûler une personne dans de l'huile. Et cette méthode aurait été apparemment utilisée contre l'apôtre Jean. Mais cette méthode en particulier était très appréciée par un homme confiant et fou qui régnait sur l'Empire romain, l'empereur Néron. Et le tristement célèbre empereur Néron était très bien connu pour son animosité à l'égard des chrétiens. Il pensait que les chrétiens de l'époque étaient membres d'une secte dangereuse qui cherchait probablement à renverser son gouvernement. Néron les a également rendus responsables du grand incendie qui s'était produit à Rome. Depuis lors, les chrétiens ont été considérés comme des ennemis publics et ont été punis pour cela. Et pour prouver qu'il était contre les chrétiens et leurs valeurs, il a établi ces formes de torture et les a utilisées pour capturer des chrétiens dans le cadre de sa campagne visant à les accuser d'être à l'origine du grand incendie. Pendant que ses bourreaux infligeaient ces tortures à ses captifs, Néron était connu pour s'asseoir, se détendre et à apprécier le spectacle comme s'il regardait une pièce de théâtre. Cette méthode d'exécution n'a plus été utilisée après le règne de Néron, mais elle aurait été apparemment rendue légale par Henri VIII en 1531. Mais cette fois, ce n'étaient pas les chrétiens qui étaient visés par l'ébullition. Plusieurs personnes ont subi ce sort horrible après avoir été condamnées à mort pour avoir empoisonné des gens. La strangulation. Cela peut paraître mensonger ou difficile à croire, mais cette tradition a été strictement respectée dans tout l'Empire romain. Faire couler le sang au sein des villes romaines était un grand tabou, sauf dans les arènes comme le Colisée. Mais cela ne veut pas dire que toutes les tortures n'étaient pas pratiquées ailleurs que dans les arènes de la Rome antique. Et l'une des méthodes d'exécution les plus courantes était la strangulation, strangulatio, car elle ne causait pas de dégâts sanglants. Et avant que l'accusé ne connaisse son triste sort, il était d'abord exhibé tout autour de la ville de Rome afin de le mettre dans l'embarras. Ensuite, le condamné est conduit au forum romain et c'est là que le bourreau exécute le condamné jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Parfois, le traitement était différent. L'accusé pouvait simplement être exhibé dans la ville avant d'être ramené dans la cellule où il a été retenu prisonnier et c'est là même qu'il était pendu. C'est ce qui est arrivé à Vercingétorix, le célèbre roi des tribus celtes des Arvernes, qui a été capturé et qui a été amené à Rome et exhibé lors de l'un des 4 triomphes de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Démembrement public. Dans la Rome antique, une norme conférait certains pouvoirs aux membres de l'Empire. L'un d'entre eux est que plus votre statut ou votre importance à Rome est élevée, plus vous avez le droit d'avoir des relations avec un grand nombre de personnes et sans que cela n'entraîne des conséquences. Par exemple, l'empereur pouvait avoir des relations avec qui il le voulait. Un général pouvait décider de faire des avances à un lieutenant ou à un citoyen ordinaire, mais pas l'empereur. Et les soldats aussi pouvaient poursuivre des citoyens ordinaires. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il était quasi impossible de gravir l'échelle sociale dans l'ancien empire romain. Cela signifiait que seules les élites restaient au pouvoir et que les esclaves et autres romains de basse classe restaient à leur place. Et cette hiérarchie jouait un rôle très important dans les rapports des citoyens romains. Les Romains, comme un certain nombre d'autres sociétés, se préoccupaient moins de savoir qui avait des rapports que de savoir comment ils avaient ces rapports. Les actes étaient mesurés par rapport à des normes liées à la hiérarchie sociale. Dans un acte donné, il pouvait y avoir un partenaire actif et un partenaire passif. Bon, vous avez compris. Le premier était considéré comme viril, le second pas tellement.
et le fait qu'une personne du statut supérieur soit le partenaire actif d'une personne de statut inférieur, par exemple un homme avec une femme ou un homme libre avec un esclave, était acceptable. Mais le fait qu'une personne de statut supérieur ou d'un autre type de position virile accepte le rôle passif était en fait pervers. Un guerrier était censé entre guillemets dominer et ne pouvait donc se laisser dominer entre guillemets. Par conséquent, il était criminel pour un citoyen ordinaire de l'Empire romain de s'unir à un soldat dans cette configuration. Et si cela se produisait, la punition pour ce délit était tout simplement le démembrement. Et si le soldat était accusé de s'être laissé faire volontairement, il était publiquement éventré. Damnatio ad bestias. Être tué par un animal sauvage est une façon très brutale de mourir. De nos jours, une telle mort n'arrive que par accident et la victime doit s'être enfoncée dans une forêt, un zoo ou quelque chose de ce genre. Mais dans l'Empire romain, les prisonniers et les esclaves étaient tués par des bêtes sauvages sans protection, ou presque, sous les yeux de milliers de personnes dans un amphithéâtre. La victime était placée au centre du théâtre, attachée à un poteau ou munie d'une épée en bois, une arme dérisoire contre un lion ou un ours. Et après avoir été irrités pour les rendre plus dangereux, les animaux étaient relâchés dans le théâtre avec la ou les victimes où ils les déchiquetaient au point de les rendre méconnaissables. Outre les grands félins comme les lions, les pumas et autres, d'autres bêtes puissantes étaient utilisées pour cette méthode d'exécution. Les ours, les alligators, les éléphants et bien d'autres animaux étaient utilisés, pour autant qu'ils puissent transpercer et déchiqueter un être humain en quelques minutes. La peine du sac. Cette méthode, également appelée poène à couler, était réservée au crime de patricide, l'acte de tuer ses parents. Les enfants qui commettaient ce crime étaient considérés comme les pires personnes et subissaient le pire châtiment que l'Empire romain pouvait offrir. Toutefois, en cas de retournement de situation, le père ne recevait aucune forme de punition car le chef de famille contrôlait tous les membres de la famille ainsi que leur vie. Mais les enfants qui commettaient le crime de patricide étaient les pires rebuts de l'Empire romain. La peine du sac n'est pas le pire châtiment de l'Empire romain sans raison. Avant l'exécution, le condamné est fouetté jusqu'à ce que tout son corps soit marqué. Ensuite, il est dépouillé de ses vêtements et ne reçoit qu'un bonnet de peau de loup et des chaussures en bois. Enfin, il est mis dans un sac avec 4 animaux. Et vous pensez peut-être que cette punition est meilleure que d'être mangé par des bêtes sauvages, mais je vous assure que ce n'est pas préférable. Et les animaux qui se trouvaient dans le sac n'étaient pas non plus choisis au hasard. Ils avaient toute une signification. Le serpent représente le crime de parricide et la trahison. Le singe était perçu comme une caricature d'homme et le chien était un animal impur pour les Romains. Ces animaux étaient cousus dans le sac avec la victime. Et le transport vers la mer ou le plan d'eau durait toujours quelques minutes ou quelques heures. Et pour s'échapper, les animaux mordaient et griffaient la victime. Parfois, la victime était même tuée. Et si ce n'était pas le cas, l'eau les achevait définitivement. Une façon très horrible de mourir. Malleus Maleficarum. Entre 1580 et 1630, environ 50 000 personnes soupçonnées de sorcellerie ont été exécutées dans toute l'Europe, dont près de 80% de femmes. Et si ces persécutions meurtrières étaient au moins partiellement ancrées dans la superstition, le christianisme dominant avait déjà condamné la croyance dans les sorcières, la considérant comme un mythe païen. Pourtant, quelque chose a réussi à raviver ces croyances à très grande échelle, entraînant des tortures et des exécutions. Et cette soudaine montée de la paranoïa à l'égard des sorcières a très certainement été encouragée par un livre appelé le Malleus Maleficarum, ou le marteau des sorcières. Et il s'agit de l'œuvre d'un ecclésiastique catholique nommé Heinrich Kramer qui encourageait les autorités à considérer la sorcellerie comme un crime, à torturer les suspects pour qu'ils avouent et imposer la peine de mort à ceux qui étaient considérés comme irrécupérables. Le livre a été publié pour la toute première fois à Strasbourg en 1486. Son influence s'est très vite répandue comme une traînée de poudre, et bien que certains membres très haut placés de l'Inquisition aient découragé son utilisation, estimant qu'il encourageait les traitements illégaux et contraires à l'éthique et qu'il allait à l'encontre des doctrines catholiques en matière de démonologie. Mais certaines cours royales de la Renaissance
on considérait le marteau des sorcières comme un guide sur la manière de traiter les suspects et ces méthodes sont devenues de plus en plus brutales au cours des XVIe et XVIIe siècles. Mais Kramer n'a certainement pas été le premier auteur à encourager l'hystérie contre les sorcières dans l'Europe médiévale, mais il a sans doute été le plus influent de tous. Avant d'écrire son livre, il avait même tenté en vain de poursuivre des sorcières présumées dans la ville d'Innsbruck en Allemagne. Un évêque local a demandé à Kramer de quitter la région après avoir remarqué l'obsession de l'homme pour les habitudes sexuelles d'une sorcière présumée. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. La suspecte en question, la sorcière, a été acquittée. Et nombreux sont ceux qui pensent que Kramer a écrit le Malleus Maleficarum pour se venger des personnes impliquées dans l'échec de sa tentative de procès en sorcellerie. Et après tout, même s'il croyait que la sorcellerie était réelle, ses motivations semblent bien personnelles. Et cela a conduit à des dizaines de milliers de victimes innocentes dans des souffrances et des morts indicibles. La légende de la Magonie. Les gens, en particulier en France, croyaient en un mystérieux royaume de nuages planant au-dessus de la terre physique. Ce royaume dans le ciel, une véritable civilisation dans les nuages, s'appelait la Magonie. Mais tout ce que nous savons réellement de ce lieu mystérieux nous vient d'un prêtre d'origine espagnole qui en a consigné les détails il y a 1200 ans. Il s'agit d'Agobard de Lyon, un évêque carolingien du début des années 800. Il était également l'auteur de nombreux récits traitant de sujets tels que l'adoptionnisme espagnol, une position théologique chrétienne, les pratiques religieuses du judaïsme et les controverses politiques de son époque. C'était un véritable intellectuel. Et malgré des écrits apparemment ordinaires, Agobard a parlé d'un royaume de nuages cachés dans le ciel et de ce qu'il appelait la magie du temps et des tempestaires. Et pour un auteur, de passer de la politique à la magie, c'est un saut assez important, mais après tout, nous sommes au IXe siècle. Agobard s'opposait ouvertement à toutes les pratiques païennes lorsqu'il a écrit son traité contre la magie météorologique et le mystérieux pays des tempêtes de la Magonie. Et en réalité, il était en train de dénoncer ces pratiques. Il mentionne une croyance populaire selon laquelle des marins et des pirates descendaient du royaume du ciel pour piller et saccager. Apparemment, et si l'on en croit Agobard, les gens autour de lui racontaient que les gens des nuages de Magonie créaient des tempêtes qui ruinaient les récoltes grâce à leur magie du ciel, et qu'ils descendaient ensuite pour voler toutes leurs affaires. Il s'agit là d'un mystère médiéval vraiment très étrange, car nous ne disposons d'aucun autre document sur le royaume de Magonie, si ce n'est quelques mentions dans certains écrits. Cet évêque singulier semble être le seul à avoir écrit quelque chose à ce sujet, en tout cas de façon extensive. Il raconte son enquête sur les agissements des tempestaires, c'est-à-dire des individus prétendant ou passant pour être doués du pouvoir de contrôler les phénomènes célestes, des tempêtes, des orages, du vent, de la pluie, de la grêle, etc. Et il prétendait même jouer le rôle d'intermédiaire auprès des redoutables créatures de la Magonie. Agobard rapporte ainsi comment il s'employa à mettre fin aux méfaits de ces prétendus magiciens qui, par de telles ruses, s'emparaient d'une partie des récoltes des paysans et privaient l'église lyonnaise de la dîme. On lui amena, nous dit-il, 4 personnes, 3 hommes et une femme impliqués dans ce trafic et qui avaient été appréhendés par des paysans pour être jugés et mis à mort. Ces individus se disaient, ou bien on les disait, tomber des vaisseaux aériens. Mais se faisaient-ils passer ou les prenaient-on pour des Magoniens ou seulement pour des tempestaires montés à leur bord pour leur apporter le butin promis? Le texte d'Agobard ne permet pas de trancher, mais l'évêque de Lyon présente en tout cas ces 4 personnes qui ont été arrêtées comme des êtres humains tout à fait ordinaires. L'étrange Jane Shore. Elizabeth Jane Shore est restée célèbre des siècles après sa mort pour avoir été l'une des maîtresses du roi Édouard IV d'Angleterre. Elle est restée célèbre alors que la plupart de ses autres maîtresses étaient tombées dans l'oubli grâce à son charme, son influence et son comportement plus ou moins scandaleux. Elle a captivé le peuple en étant l'une des amantes préférées du roi. Elle a même usé de son influence pour protéger ceux que le roi Édouard aurait autrement détruits. Et après la mort d'Édouard, les choses se sont gâtées pour Elizabeth. Elizabeth Jane Shore est accusée par Richard de Troyes d'être une prostituée. Et pour la punir de son impudicité, on l'obligea à se déshabiller jusqu'aux sous-vêtements et à marcher dans les rues de Londres. C'est la marche de la honte la plus célèbre de l'histoire.
Mais avant cela, Élisabeth a eu un parcours de vie exceptionnel. Elle est née à Londres en 1445, fille d'un très riche marchand. Et dès sa naissance, Élisabeth fait partie de la haute société. Elle est aussi exceptionnellement brillante. À 15 ans, elle est mariée à un homme nommé William Shore. Et quelques années plus tard, en 1476, son mariage est annulé par le pape Sixte IV parce que son mari est impotent et ne peut pas remplir ses devoirs conjugaux. Et dès le départ, Élisabeth a de très grandes aspirations et ne peut être freinée dans la vie. Son mari n'était tout simplement pas à la hauteur. Et ses aspirations et sa détermination inébranlable pour quelque chose de plus grand ont amené Élisabeth à être en contact avec le roi. Elle resta à ses côtés jusqu'en 1483, date à laquelle il décéda. Elle tente alors de rester à la cour d'Angleterre en devenant rapidement la maîtresse de Thomas Grey, fils de la véritable reine d'Édouard IV avec son précédent mari. Élisabeth a également un autre amant à la cour. C'était aussi un petit peu son homme de confiance qui la mettait à l'abri du danger. Mais rien de tout cela n'aura d'importance lorsque Richard III aura pris le pouvoir et qu'il a décidé qu'il en avait après elle. Richard a même fait exécuter son amant de réserve et a même accusé Élisabeth de sorcellerie. Ses proches ont été assassinés et elle a été forcée de se promener dans Londres en sous-vêtements. Son pouvoir était tout simplement trop grand et le fait qu'elle ait été loyale au roi précédent faisait d'elle une menace pour lui. Elizabeth Jane Shore est morte bien des années plus tard dans l'obscurité à l'âge de 82 ans. Les Chevaliers Noirs. Au XIIIe siècle, une légende a commencé à se répandre dans toute l'Europe, celle d'un mystérieux ordre de Chevaliers Noirs. Personne ne sait d'où viennent exactement ces histoires, mais les Chevaliers Noirs sont soudain devenus un élément essentiel du folklore, surtout au Royaume-Uni. Et ces chevaliers étaient censés accomplir de bonnes actions, protéger les villes des rois corrompus et lutter contre le mal. Les histoires de Chevaliers Noirs sont devenues tellement ancrées dans la société que l'Église a interdit tous les livres et autres textes qui en parlaient au cours du Moyen-Âge, aux alentours du XIIIe et XIVe siècle. Il est difficile de dire qui fut le premier chevalier noir légendaire, mais l'un des premiers et certainement des plus célèbres était sans aucun doute un certain Ashor, le tueur de rois. Selon la légende, Ashor était un chevalier plus âgé qui avait la mauvaise réputation de tuer des rois et des nobles et de battre d'autres chevaliers dans des combats à l'épée. Et au XIIIe siècle, un roi aurait fait venir Ashor à sa cour et lui donna l'ordre de tuer son ennemi juré. Ashor accepta de tuer l'autre roi, puis il se retrouva dans une aventure impliquant un prêtre dans un donjon, c'est moins bien qu'une princesse quand même, un démon, un ange et une entité mystérieuse connue sous le nom de l'Anonyme. L'histoire se termine par l'octroi de l'immortalité à Ashor pour son courage et ses bonnes actions. Et bien que cette histoire soit quasi certainement de la poudre de perlimpinpin, elle a tout de même inspiré des centaines de copies et de mythes similaires, à tel point que les gens au Moyen-Âge croyaient vraiment qu'il y avait des chevaliers noirs qui se promenaient partout. La pierre philosophale. Si aujourd'hui, énormément de personnes connaissent la pierre philosophale, c'est probablement à cause d'un certain livre sur des jeunes sorciers. Mais la pierre philosophale était une légende bien réelle au Moyen-Âge, et ce, jusqu'au XVIIe siècle. Alchimistes, sorciers et fanatiques médiévaux tentaient désespérément de mettre la main dessus. Et selon les légendes, la pierre philosophale avait le pouvoir de transformer en or des métaux ordinaires comme le zinc ou le cuivre. On croyait également que la pierre philosophale pouvait guérir n'importe quelle maladie, conférer l'immortalité et insuffler à une personne une jeunesse éternelle. Mais qu'est-ce que la pierre philosophale au juste? Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'une pierre physique. On pensait qu'il s'agissait d'un minéral, une sorte de substance que l'on pouvait mettre dans des élixirs et utiliser dans des réactions alchimiques. Les premiers scientifiques pensaient vraiment qu'il existait quelque part un minéral spécial qui leur donnerait le pouvoir ultime. Et même certains des plus grands esprits de l'histoire ont cherché la pierre magique comme Roger Boyle et Isaac Newton. Un certain Nicolas Flamel a même prétendu avoir utilisé la pierre philosophale pour transformer le plomb en or. D'ailleurs, elle devint tellement importante que certains scientifiques ont passé leur vie à essayer de retrouver un moyen de la créer. Elle devint même une source de mythes et de pensées philosophiques. Et elle demeurera une réalité dans les esprits des gens jusqu'au début de la science moderne.
Le livre des bêtes. À l'époque médiévale, la lecture n'était pas aussi répandue ni aussi diversifiée qu'aujourd'hui. Les livres n'étaient pas vraiment une commodité, il n'y avait pas de section de livres sur les murs de la station locale de Charette. Mais ce qu'ils avaient par contre, c'était un tout petit nombre de livres très précieux que l'on se passait et que l'on partageait. Et la plupart de ces livres étaient de nature religieuse, mais l'un d'entre eux était plus passionnant que tous les autres. Les habitants du monde médiéval voulaient leur propre exemplaire du bestiaire. Le bestiaire était de loin l'un des textes illustrés les plus populaires en Europe entre 500 et 1500. Le bestiaire était presque plus populaire que la Bible, bien qu'il ait certains liens avec le livre saint. Les chrétiens médiévaux croyaient que toutes les créatures qu'ils voyaient dans le bestiaire étaient des manifestations de Dieu. Le livre ne présentait pas seulement des animaux incroyables du monde entier que la plupart des gens ordinaires n'avaient jamais vus et n'auraient jamais l'occasion de voir, mais il leur donnait également une signification religieuse très particulière. Le bestiaire était en quelque sorte la première version des documentaires animaliers, mais dans lequel on pouvait voir quelques bêtes fantastiques. Mais les bestiaires médiévaux ne se contentaient pas de présenter et de décrire des animaux. Ils avaient pour objectif principal d'enseigner une morale chrétienne simple. Ces bestiaires attribuaient aux animaux des personnalités et des sentiments comparables à ceux des hommes. Ils servaient donc d'exemple pour illustrer les sermons et favoriser l'édification morale des fidèles. Ils établissaient aussi une hiérarchie des espèces et attribuaient des vertus ou des vices à chaque animal. Et souvent, c'était la seule et unique occasion pour les gens de voir des animaux de contrées très lointaines. Des images de girafes, d'éléphants, d'oiseaux bizarres, de singes et de toutes sortes d'autres créatures auraient laissé les gens bouche bée. Il s'agissait d'une source majeure de divertissement et de croyance, et tout cela grâce aux magnifiques images et descriptions contenues dans le livre. Le bestiaire est même devenu la base de l'histoire naturelle en tant que science. Et parmi les bêtes présentées dans le bestiaire se trouvait le sujet suivant, la corne de licorne. Le bestiaire présentait de nombreux animaux réels et d'autres qui n'existaient pas vraiment, comme la licorne. La licorne était l'un des animaux les plus appréciés au Moyen-Âge, même si rien ne prouve qu'elle ait jamais existé. Mais tout comme les gens croient aujourd'hui tout ce qu'ils voient sur Internet, la plupart des gens au Moyen-Âge croyaient que les animaux de leur bestiaire étaient réels. Ce qui nous amène au roi Henri VIII et sa fascination pour la licorne mythique. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à être fasciné par des licornes. Bien avant le Moyen-Âge, les gens croyaient que certains animaux, objets et ingrédients avaient des propriétés magiques. Plus la créature était rare, plus sa peau, sa corne ou toute autre partie de son corps ayant un aspect magique avait de la valeur. Aucun animal n'était considéré comme plus magique que la licorne. Tout a probablement commencé avec les Vikings il y a 1000 ans. Les Vikings trouvaient souvent des défenses de narwals échouées sur la plage et les vendaient comme des cornes de licorne magiques. C'est sans doute ce qui a déclenché une mode dans laquelle les souverains européens les plus puissants tentaient désespérément de mettre la main sur l'une de ces cornes légendaires. Et en 1533, le roi de France, François Ier, reçut du pape Clément VII une corne recouverte d'or. Philippe d'Espagne aurait même eu 12 bâtons ou sceptres en corne de licorne. Et dans les années 1600, Christian V du Danemark s'est assis sur un trône entièrement fait de cornes de licorne. Même la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, apparemment très rationnelle comme femme, achetait un jour une corne de licorne spiralée pour 10 000 livres. Et selon l'experte historique Eleanor Hermann, la reine Élisabeth buvait dans une coupe en corne de licorne. La reine pensait que si quelqu'un essayait de l'empoisonner, la corne de licorne exploserait et lui sauverait la vie. N'oubliez pas que 10 000 livres à l'époque équivaudraient à 1,3 million de livres aujourd'hui. Et pour les riches membres des familles royales, en tout cas certains d'entre eux, les cornes de licorne existaient bel et bien. Le mont Etna. Le 8 mars 1669, le volcan actif le plus instable du monde a éclaté sur l'île de Sicile. Il s'agit du célèbre mont Etna, dont l'explosion, il y a 4 siècles, a été l'un des plus grands événements volcaniques de l'histoire moderne de l'humanité. 20 000 personnes ont été tuées et des milliers d'autres se sont retrouvés sans abri. Et la plupart des gens vivant à l'ombre du volcan ont fui pour éviter d'être brûlés vifs par la lave. Mais quelques-uns d'entre eux,
Des courageux ou des fous sont même restés et ont tenté de lutter contre le volcan. La première mention d'une éruption de l'Etna date de 475 avant l'ère commune, et on pense qu'il s'agit de l'éruption la plus importante de l'histoire de l'humanité. On pense qu'il s'agit du volcan le plus actif d'Europe, et il est également entré en éruption en 1169, tuant environ 15 000 personnes en Sicile. Et malgré le danger que représente manifestement le volcan, des villages ont réapparu et les gens sont revenus s'y installer. Enfin, en 1669, le volcan a récidivé, et lorsqu'il s'est mis à cracher des gaz, des fumées nocives et du feu, 3000 personnes vivant sur les pentes de la montagne sont mortes immédiatement. La ville voisine de Catane, ou Catania, comptait environ 20 000 habitants qui, au lieu de partir, ont envoyé une équipe de 50 hommes pour détourner la coulée de lave qui s'approchait. Ces hommes ont vaillamment essayé de détourner les coulées de lave avec les moyens rudimentaires dont ils disposaient, en essayant de rediriger les coulées comme ils le feraient avec une rivière en crue. Cela a fonctionné étonnamment bien au début. L'équipe a travaillé sans relâche pendant des semaines, tandis que les habitants de Catane attendaient patiemment. Et dans un premier temps, leurs efforts ont été couronnés de succès. Mais le tout petit problème est que le flux détourné menaçait une autre ville. Les habitants de cette ville chassèrent le père Papalardo, responsable de l'opération, et ses hommes, et la coulée de lave a donc repris son cours initial en direction de Catane. Enfin, la lave s'engouffra dans la cité médiévale et en détruisit une très grande partie. Heureusement, personne n'a été tué dans la ville car les gens ont évacué. Et petite anecdote, à noter qu'après cette éruption, la loi italienne va complètement interdire jusqu'en 1983 le détournement artificiel des coulées de lave. Chasseur de rats. L'un des emplois les plus méprisables que l'on pouvait occuper à l'époque médiévale consistait à courir après des rats. Les villes du Moyen-Âge étaient si répugnantes qu'elles étaient infestées de vermine, et je ne ferai pas de mauvaises blagues sur Paris. Il y avait tellement de rats et d'animaux vecteurs de maladies que leur extermination est devenue une activité très lucrative. Les pauvres qui n'avaient pas d'autre possibilité dans la vie chassaient des rats dans les égouts pour gagner un peu d'argent. La profession de chasseur de rats a commencé avec l'apparition de la peste noire dans les années 1300 et a atteint son apogée dans l'Angleterre victorienne au cours du 19e siècle. Les chasseurs de rats ont commencé au plus bas de l'échelle sociale, se frayant un chemin dans la boue, la vase et la saleté pour rattraper autant de rats qu'ils le pouvaient. D'ailleurs, c'est ce métier qui finira par donner les exterminateurs modernes. Les simples chasseurs de rats ont évolué pour devenir de véritables exterminateurs et pas seulement des attrapeurs de rats vivant dans les égouts. Dans le monde des rats, les choses n'ont pas toujours été aussi simples qu'il y paraît. Les chasseurs de rats ne rampaient pas vraiment à quatre pattes dans des canalisations d'égouts pour attraper des rats. Les premiers l'ont certainement fait, mais au fur et à mesure, ils avaient des chiens et des furets qui le faisaient pour eux. Et ces chasseurs sont alors devenus si compétents dans l'extermination de la vermine qu'ils allaient jusqu'à élever des rats qu'ils relâchaient pour gagner plus d'argent. Les chasseurs de rats ont également commencé à élever ce qu'ils appelaient des rats de luxe. Ces animaux de compagnie étaient vendus aux riches londoniens, ce qui augmentait encore plus leurs bénéfices. Et ce qui n'était qu'une nécessité au début est devenu un énorme commerce. Et en 1901, il existait même le National Mouse Club, une sorte de fan club pour les rats de luxe. Et ce qui a été retrouvé dans cette grotte du Grand Canyon devait changer l'histoire, mais il a fini par être le plus grand canular de l'archéologie. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.